Je viens de terminer une entrevue avec l'honorable Jacques Saada. Il a vécu 10 vies en une, enseignant, administrateur scolaire, linguiste, traducteur, dirigeant d'entreprises et d'organismes à vocation communautaire, conseiller en développement international, auteur, homme politique et ami. J'ai eu la chance de partager ce moment avec lui en toute simplicité et poser des questions à un homme qui a une connaissance et une expérience tellement à partager. J'ai hâte que vous entendiez, j'ai hâte que vous l'écoutiez. Je me suis permise de lire des extraits de son livre qui m'ont touchée. Je vous laisse avec l'honorable Jacques Saada. Jacques, c'est un bonheur, un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Brillant, soyez ensemble. Vraiment. Plaisir partagé, Zara. Je dois dire aux gens qui nous écoutent que j'ai eu le bonheur de rencontrer Jacques lorsque j'ai donné une de mes premières formations sur la diversité et l'inclusion. C'était entre 2012 et 2014, je pourrais même dire. C'était vraiment dans le début. Et je suis sortie de cette rencontre-là qui a été très rapide en me disant, faut que j'achète le premier livre, puis je dois le montrer. Ce premier livre-là qui s'appelle Souvenirs imparfaits, qui nous amène dans ta vie politique, dans tout ce que tu as vécu. Et je l'ai dévoré. Et à la fin de ce livre-là, j'ai écrit à Jacques, puis j'ai dit, Jacques, est-ce que ça vous tenterait de venir manger à la maison avec Nicole? Parce que là, on avait les noms de tout le monde dans le livre. Et il a accepté. Et ça a été le début on se voit pas souvent, on se voit sur les réseaux de temps en temps, mais j'ai été touchée, infiniment touchée de vous recevoir à ce moment-là. Et depuis, en 2024, tu as sorti le deuxième du jasmin à l'érable que j'ai adoré. Et je pense que j'ai adoré plus celui-là parce que j'avais l'impression de toucher encore plus l'humain dans une profondeur différente. Après, je sais pas toi, lequel qui te touche le plus? Oh, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Le deuxième, parce que le deuxième, il est plus naturel. L'autre, c'était ma première tentative d'écriture. Et il y a des choses qui, bien sûr, les événements étaient les mêmes, mais le style n'était pas contemporain. On n'était pas j'étais pas à l'aise et j'avais besoin de le mettre à jour. Non, c'est ça. Et tu vois, je suis en train de regarder, tu sais, enseignant, administrateur scolaire, linguiste, traducteur, dirigeant d'entreprise et d'organismes à vocation communautaire, conseiller en développement international, auteur, homme politique. T'as fait pas mal de chapeaux. Arrête de me dire que je suis vieux, je le sais. Non, t'as la chance de pouvoir, t'as la chance de pouvoir être jeune plus longtemps. Moi, c'est comme ça que je vois. Il y a, lors du lancement, tu as lu au début quelque chose qui m'avait touché profondément, et là, c'est là que j'ai eu le déclic de dire, je dois le recevoir. Mais à la page 28, et je vais me permettre de lire parce que on rentre dans les souvenirs et on réalise pas que dans nos organisations, quand on arrive dans nos organisations, la manière dont on va gérer, ça va venir avec nos souvenirs, avec notre expérience, avec tout le bagage que l'on a appris. Et je vais me permettre de lire ceci. Je ne mesurais pas encore l'ampleur de la rupture. J'allais perdre mes amis et mes repères. Et là, on parle vraiment je change de pays et de continent. Fini les bonbons Loriot de Monsieur Masque. Tu me corriges s'il y a des mots que je prononce mal. Fini le gerbien, bien. Gerbien. Et ses montagnes d'épices. Fini la visite au marché avec mon grand-père. Fini les souks, la féerie des étals et le martèlement des ciseleurs de cuivre. Fini les kémias du samedi du café Clément. Fini la cohue du passage et l'odeur du jasmin. Seul point positif, fini la pharmacie Koskas et son affiche thermogène. Ça nous ramène à nous. Comment aujourd'hui t'as la sensation que cette coupure-là, cette césure-là a eu un impact dans ta vie politique par la suite ou dans ta carrière internationale ou professionnelle? La rupture, c'est en fait l'annonciation d'une adaptation, de quelque chose de nouveau. C'est un printemps. Le printemps ne veut pas dire que l'hiver n'était pas bon, au contraire. On a beaucoup apprécié l'hiver, mais on est très heureux que le printemps arrive. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai quitté des choses
En fait, aujourd'hui, j'ai l'avantage d'avoir vécu ce qui est venu après. Alors que quand c'est arrivé, bien sûr, tu ne le sais pas. Mmh. Donc, c'était un peu l'inconnu, c'était beaucoup l'inconnu. Ça m'a marqué parce que c'était l'identité est faite de plusieurs couches qui se superposent les unes aux autres. Et c'était une couche importante, bien sûr, la naissance, l'enfance, la première enfance, bien sûr. Et est-ce que tu as la sensation que cette césure-là, ça a été long avant de récupérer de consolider ton identité ou ça a été... Non, pas vraiment. Ce qui a été difficile, c'était de voir l'autre accepter mon identité. Dans C'est-à-dire que quel sens? je venais de Tunisie, j'arrive en France. À l'époque, il y a encore la guerre en Algérie. Enfin, bon, on est encore traumatisé en France par la Révolution, par la guerre d'indépendance de la Tunisie. Les indépendantistes tunisiens, les combattants, les Félagas, étaient connus pour être très, très déterminés. Mhm. Et donc, moi, j'arrive dans un milieu où il n'y a aucune connaissance directe de gens qui ont vécu ça. Et donc, je suis plongé carrément dans un milieu qui est devenu instantanément hostile. Et donc, c'est plus par le regard à eux que j'ai eu des difficultés que par ma propre identité. Et comment, justement, parce que ça arrive souvent dans nos organisations, justement, quand on arrive, on a nos idées, on a notre manière de percevoir les choses, et les autres ne la perçoivent pas du tout, ou complètement sont à l'opposé. Comment tu fais, avec l'expérience aujourd'hui que tu as et le recul que tu as, pour aller influencer ces gens-là? C'est extrêmement difficile à faire. Et très jeune, c'est presque impossible à faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes un purgatoire. Tu n'as pas le choix. Mange tes croûtes, quoi. Ouais, Mange tes croûtes, mais oui, fais mais ton oui, c'est chemin. Ouais, ça. c'est ça. Cette période de transition-là, elle est plus ou moins longue, plus ou moins difficile, Mhm. selon les contextes, selon les milieux, etc. Mais c'est une période à laquelle tu ne peux pas vraiment échapper. Parce que l'autre est en manque de connaissance de toi, et toi, tu es en manque de connaissance de l'autre. Et cette période-là peut être extrêmement difficile. Pour moi, elle a été très difficile. Rendue difficile, surtout par le contexte politique dans lequel tout ça s'est déroulé. J'arrivais d'Afrique du Nord, et les guerres, et machin, etc. Bon, c'était comme... Je représentais, en fait, l'ennemi. Ouais. Oui, parce qu'on colle une Voilà, étiquette et puis... voilà. Alors, on ne peut pas dire à quelqu'un je suis pas ton ennemi et puis que ça règle le problème. On ne peut pas espérer ça. On le dit, mais bon. En plus, ça, il y avait un autre facteur qui est entré en ligne de compte. C'est que j'étais très jeune, même par rapport à mes camarades de classe. J'avais 2 ans d'écart, entre 10 et 12 ans. Ça compte beaucoup à ce moment-là. Donc, c'était impossible. Et avec le recul, je constate effectivement, comme je l'ai toujours fait, ça aurait été impossible de changer les choses. Il fallait prendre le temps, de prendre le temps. Mhm. Oui, puis d'accueillir, d'accepter comme la situation comme elle est, et éventuellement, quand tu vois... Je ne voulais pas dire accepter les choses comme elles sont. OK, On se bat quand même, on se défend quand même. on fait ce qu'il y a à faire, mais... On se bat, et OK. puis on est frustré, et puis on perd le sommeil, et puis on est angoissé, et puis il y a l'intimidation, enfin bref, il y a tout ça, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc j'ai pas accepté, mais j'étais impuissant. Oui, après, je dirais accepter, c'est plus accepter ta différence, leur différence. C'est là où le pont, pour moi, quand je parle d'acceptation, c'est plus là que le pont peut avoir lieu, où Ouais. je peux accepter, où chacun, qu'on n'est pas d'accord, puis après arriver à tisser notre... Je reconnaissais pas aux autres le droit de contester ce que j'étais. C'est beau. Ouais, je donnais pas aux autres le droit de contester ce que j'étais. C'est beau. Effectivement, ben c'est ça. Et puis ça, finalement, c'est arrivé à créer ce pont. Alors, comment on crée le pont? C'est l'instinct grégaire. C'est le fait que au début, j'étais seul de mon groupe. Mhm. Donc j'étais inondé, j'étais submergé, j'étais en position d'infériorité lamentable. Avec le changement d'école, avec l'évolution du temps, l'immigration qui a fait sa marque de plus en plus importante de l'Afrique du Nord en général en France, j'étais plus tout seul. Donc il y a un changement de dynamique qui a fait que les choses sont arrangées.
Je vais rebondir quand tu dis je n'étais plus tout seul et en même temps tu étais jeune ado si je me trompe pas à ce moment-là et tu voyais comment ton père vivait ce moment-là qui est venu vraiment me toucher parce que on sent le désarroi en tant qu'enfant de voir papa dans ses retranchements. Est-ce que tu me permets que Bien sûr, oui? bien sûr. Déjà, il y avait un univers de solitude. Je suis seule, désespérément seule. Pas d'amis, même pas de copains. Personne à qui parler. Ne vivant pas avec mes parents, je ne les vois que le jeudi et en fin de semaine. Mais tout en ayant hâte de rentrer chez moi, j'appréhende l'atmosphère que je vais y trouver. Je sens bien que papa et maman ne sont pas heureux. Je sens leurs angoisses. Je sens les tensions qui affectent leur vie de couple. Je sens la culpabilité impuissante qu'éprouvent papa Dédé et Mémé, prétexte d'une partie de ces accrochages parentaux. Et un peu plus loin, le mercredi soir, je rentre chez mes parents pour y passer le jeudi, jour de congé scolaire. C'est là que j'observe chez lui les premiers signes de dépression. Me croyant endormi, il s'abandonne en pleurant dans les bras de maman comme un bébé. Je fais semblant de ne rien voir. Je ne veux pas rajouter à ces humiliations. Ça forge comment. Qu'est-ce qu'on apprend de ça, Jacques? Comment on bâtit là-dessus? Comment on trouve le courage, j'en ai des questions, comment on trouve le courage de bâtir là-dessus? Je ne sais pas si c'est du courage. C'est la volonté de faire ce qu'on peut pour essayer. Essayer d'arranger les choses. Ne pas contribuer à la difficulté des choses. C'est comprendre, c'est accepter de jouer, enfin accepter, non. C'est décider de jouer un rôle de construction, un rôle de compensation, un rôle le rôle du fils aîné qui, et quand je dis fils aîné, ça aurait été une fille, c'est pareil, mais le rôle du fils aîné, qui n'est pas armé pour comprendre toute la dynamique intellectuelle de tout ça. Mais qui est armé quel âge? 11 ans, 12 ans, c'est ça. Mais qui avait la sensibilité de comprendre l'importance d'essayer de raccommoder des choses. Et surtout, de prendre conscience d'une chose importante, c'est que la figure paternelle, qui était protectrice, qui a toujours été extrêmement protectrice et aimante, était vulnérable. Ça, c'est dur. Le fait d'être le confident de sa mère, parce qu'elle n'a nulle part où aller. Et on est donc, c'est vers le fils qu'on se tourne, le fils aîné qu'on se tourne. Ça donne un sens des responsabilités dont je crois, en toute humilité, qui ne m'a jamais quitté. Mais justement, oui, ça apporte la responsabilité, ça apporte la vulnérabilité, parce que de voir cette vulnérabilité-là, je suppose que d'avoir lu tous les livres, et puis je connais pas toute la moitié de l'histoire encore, t'en as vécu des éléments au niveau politique et autres où t'as dû amener cette vulnérabilité-là dans tes affaires, dans tes relations internationales, etc. Est-ce que tu aurais des exemples justement comment ces moments-là, charnières quand même, qui bâtit l'homme que tu es aujourd'hui, que tu es devenu, comment ça a été utilisé et comment ça a eu un impact finalement? Parce que moi, c'est l'humain, la bienveillance, la compassion, la responsabilité. C'est tout ça que je vois à l'intérieur de ce petit moment-là. C'est cette vulnérabilité. Beaucoup d'exemples. Peut-être que l'un des plus beaux exemples, c'est celui qui est arrivé l'aventure de Chiapas. Je ne sais pas si tu as vu. Oui. Le Chiapas est un État du Mexique, l'État le plus au sud du Mexique, dans lequel il y avait des conflits armés épouvantables entre l'armée officielle, mais aussi les groupes paramilitaires, etc. Il y avait eu un massacre. J'étais allé sur place, j'avais rencontré les gens du village où le massacre avait eu lieu. Et j'avais rencontré aussi, enfin, j'avais visité un hôpital tenu par des sœurs qui
qui redoutaient au quotidien l'attaque des groupes paramilitaires. Et avant de quitter le Mexique, où j'ai rencontré pour la deuxième fois le ministre de l'Intérieur du Mexique, qui était d'ailleurs candidat pour la présidence à la fois suivante. Et en dehors de mon mandat, qui n'était que de constater des faits, un mandat que je dirigeais, où je dirigeais une équipe de parlementaires, je lui ai demandé de réintégrer la Croix-Rouge, qui était en dehors de mon mandat complètement, parce que la Croix-Rouge aurait protégé les... Enfin, je me suis souvenu d'une chose qui est arrivée et qui m'a vraiment saisi. C'est quand on quittait cet hôpital-là, la sœur qui dirigeait l'hôpital, qui s'appelle Florencia Vargas, alors qu'elle n'avait jamais prononcé un mot en français, au moment de nous quitter, me serre dans ses bras en me disant à l'oreille vous êtes notre dernier espoir. Je ne sais pas comment niquer, je suis un député, j'ai eu la chance d'être élu quelque part dans une circonscription au Canada. Et à la suite de ça, j'ai eu, peut-être parce que j'ai eu ce sentiment qu'il fallait que je fasse quelque chose, même si le protocole ne le demandait pas. Et j'ai obtenu ça. J'ai obtenu le retour de la Croix-Rouge pour protéger Florencia Vargas, son hôpital. Alors, quand tu parles de cette lutte contre une forme d'injustice de l'environnement, je crois que c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a beaucoup, mais cet exemple restera surtout pour une chose. C'est que le fait d'avoir vécu tous ces moments-là dans cette jeunesse, le fait d'avoir développé ce sens des responsabilités, te guide dans tes impulsions. Elles sont pas sauvages, elles sont motivées. Et les impulsions ne sont pas forcément... au contraire, elles sont très productives, elles peuvent être productives. Tu prends des risques. Ça t'amène à... Tu as un point de repère à ce que tu fais. Et même donc, quand tu fais quelque chose qui n'est pas prévu, ce point de repère-là te guide sans que tu le saches. Je crois que c'est ça. Et oser sortir, moi, ce que j'entends, c'est oser sortir du sentier ou du cadre qui est défini, oui. Et de ne pas avoir peur de au moins demander ou de faire ce qu'il y a à faire, de faire ce qu'on pense qui est juste sur le moment. J'ai un défaut majeur. Je suis un grand idéaliste. Tu l'avais dit, c'est vrai. C'est vrai. Et, bon, alors, avec tout ce que ça peut se poser comme difficulté, mais non, je crois que c'est pas une... J'ai pas peur de mon idéalisme. J'ai peur de ne pas toujours savoir affronter la réalité quand elle est injuste. On va aller dans les injustices parce que c'est un point qui est sorti au lancement. Puis il y a eu, tu sais, je me souviens du lancement aussi, il y a eu beaucoup de questions. Puis il y a eu à un moment donné des points et des questions chaudes aussi par une certaine personne. Quand on est justement aux prises avec les injustices qu'on voit, c'est moi je suis indienne de Côte d'Ivoire, puis j'ai vécu mon lot aussi en termes politiques aussi, de voir ce qui se passe au niveau économique aussi dans ce pays-là, etc. Quand on a ça, puis quand je fais un parallèle dans nos organisations où il y a des décisions qui sont prises, qui sont politiques, chiffre d'affaires, actionnaires, dividendes versus ce qu'on est censé faire et ce qui est juste, et ce qui est intelligent et ce qui est juste normal et logique. Comment on canalise ce feu-là? Parce que tu parlais, le début, tu lisais pour le lancement de ce livre-là, puis j'ai fait, c'est l'espoir. Et j'ai une question quelque part où, à un moment donné, tu comprends qu'au-delà des guerres, c'est l'humain avec le grand H qu'on veut unir au final. C'est comment, je sais que ça t'a drivé toute ta vie. Mais comment, quand on a cette souffrance-là, parce que je la ressens, puis je parle de ça, puis je parle de toutes les personnes qui la ressentent et qui nous écoutent, comment tu la gères au quotidien, c'est les actions certainement, mais c'est souffrant. Je sais pas si ça fait sens, ma question, mais tu sais, je te parle puis je la sens ici. Absolument. Voltaire disait que la justice est la chose du monde la moins bien partagée. Donc ça veut dire que effectivement l'injustice c'est une règle. On voudrait que la justice soit la règle,
mais c'est l'injustice qui est la règle. Et il est difficile de ne pas se perdre dans le dédale de tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment de devoir me battre contre cette injustice de façon permanente, avec beaucoup de contre-coups, beaucoup de défaites aussi. Je crois que c'est une... L'être humain est fait pour être heureux, et on lui impose collectivement d'être souvent malheureux. Je ne sais pas comment me battre contre ça de façon générale. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut se battre contre ça. Alors j'improvise. J'ai pas de solution miracle, bien sûr. J'ai pas de formule miracle. Mais je crois que, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, je pense, je me sens bien quand je réussis à rendre quelqu'un heureux par la liberté, par la justice. C'est pas juste des paroles, c'est du concret. Je vais prendre un exemple très simple. Je me souviens de cette histoire, cette dame qui était venue nous voir quand j'étais député. Elle est venue me voir à mon bureau de circonscription. Et elle est en larmes. L'histoire de cette femme était troublante. C'est une Québécoise, native de la région native du Québec, qui avait épousé un Polonais. Son mari, elle n'avait jamais quitté le pays. Elle n'avait jamais quitté le Canada. Et son mari décède. Et dans un processus de catharsis, elle décide qu'elle veut aller voir ces endroits dont son mari lui a parlé, son endroit de naissance, etc., en Pologne. Et elle va donc se faire un premier passeport. Et on lui refuse le passeport, parce qu'il y avait des dispositions dans la loi qui faisaient en sorte que quand on épousait quelqu'un, enfin, la guerre, etc., on perdait la citoyenneté. Donc elle n'avait pas de citoyenneté. Et apatride. Elle était apatride. Et c'est quand même troublant pour une femme qui est née au Canada, donc par naissance, etc. Enfin, c'est aberrant. Et je me souviens, je m'étais battu, bien sûr, on avait obtenu au moins un sauf-conduit pour lui permettre d'aller sur place, le temps qu'on corrige des choses par la suite. Et quand elle a eu son sauf-conduit, qu'on a fait venir au bureau pour qu'elle le récupère, je me souviendrai toujours de ce visage, cette reconnaissance que tu lis dans le regard de l'autre. C'est une forme d'amour, en fait. Je me souviens de ses larmes, je me souviens de ses yeux brillants. Et j'étais heureux. Pour ces petits moments-là, en fait, d'oser, en fait. Moi, ce que j'entends, c'est oser le courage, oser faire les choses différemment, oser suivre ce qui est là. Est-ce que tu as la sensation que ton intuition t'a guidé? Est-ce que tu en as une? Enfin, moi, j'ai la sensation que tu en as une de te lire, là. Il y a ce qui est juste et ce qu'il faut faire, et il y a ce que tu ressens. Il y a souvent cette dualité-là. On la sent présente dans tes décisions. Ça arrive souvent dans le livre, dans les deux livres d'ailleurs. Est-ce que tu l'utilises? À quel rythme? Comment t'arrives à la positionner? Repose-moi ta question. L'intuition, en fait, j'ai l'impression que tu l'utilises beaucoup, cette intuition-là, au travail. Comment t'arrives et tu te donnes le droit de l'utiliser, même quand, dans les livres, la logique dirait va par là. Alors que l'intuition te dit d'aller, des fois, il nous dit... J'ai aucun mérite. T'as aucun mérite. J'ai aucun mérite. Raconte-moi ça. Mais non, parce que j'ai aucun mérite dans le sens que c'est ce que je suis. Je vais suivre ce que je suis. Il y a des fois où je peux pas. Il y a des fois où je suis bloqué. Il y a des fois où la situation n'est pas claire du tout, pas limpide. C'est pas une question de savoir où est le bien et le mal parce qu'il est partagé. Mais tu as lu, dans mon adolescence, bon, je viens de Tunisie, on vivait beaucoup plus on vivait en clan, hein, même quand on s'est retrouvés en France, à Paris, la famille était le clan, etc. Et mes parents m'ont demandé pourquoi je voulais absolument recréer les Nations Unies chez nous, parce que je faisais venir des gens de partout, des copains, des machins, plus tard, je parlais.
c'est parce que je me sentais bien de le faire. C'est pas parce que je voulais créer quelque chose de particulier. C'était un énoncé politique, mais sans que je sache. Je sais pas, je peux pas répondre à ta question. Pour moi, le fait de rendre l'autre heureux me rend heureux. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est ça, j'arrive pas à dire ça autrement. Parce que c'est cet élan-là qui fait que tu suis ce qui est là. Et ça fait un lien un peu, justement, quand tu es arrivé ici au Canada, puis tu es tombé sur ce monsieur qui dit ceci, qui est rentré dans ton bureau et qui t'a dit ceci. J'ai 19 ans et je suis née au Canada. Mes parents sont chypriotes grecs. À la maison, on parle grec. Les amis de mes parents sont grecs. Ma mère ne fait que de la cuisine grecque. Jusqu'à ce que je te rencontre, j'étais grec. Grâce à toi, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment canadien et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. C'est cette capacité-là de suivre. Je comprends que tu puisses pas mettre de mots là-dessus parce qu'au final, dans tout ce que j'ai lu, mais t'as toujours suivi ce qui était. Je l'ai pas fait pour ça. Dans ce cas, c'est une belle illustration. Ouais. Je l'ai pas fait pour que ce garçon-là se sente canadien. Je l'ai fait parce que je voulais qu'il soit heureux et qu'il se sente épanoui. Exact. Et il a contribué à ma campagne électorale. Enfin bref, il s'est démené. Il croyait à une cause, la même cause que la mienne. Le fait qu'il ait éprouvé ça, c'est par voie de conséquence. C'est pas. Je cherchais pas ça. Non, c'est ça. Je cherchais simplement à l'intégrer dans une équipe qui travaillait pour une cause commune. Ça a découlé là-dessus. Et ça m'a frappé quand il m'a signifié ça, parce que c'est arrivé à un moment où tellement important. Je venais à peine de perdre une élection après avoir été déclaré élu. Dans la nuit, les choses ont changé. Et j'étais complètement aplati. J'étais absolument déboulonné. C'était lamentable. Et j'étais assis à mon bureau de campagne que je devais débarrasser, dégager. Et j'étais prostré, je n'avais pas bougé, je restais assis. Il est rentré, il voulait me parler, j'ai refusé, il a insisté. Et il m'a dit ça. Et quand il a quitté le bureau après cet épisode-là, je me suis remis à ranger mes papiers. Tu sais, c'est une personne à la fois. Oui. C'est une personne à la fois. Oui. L'idéal est là. Le comment tu vas t'y rendre, une personne à la fois, une inspiration à la fois. Un mot, un geste, et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui fait aussi que là, je pense que j'ai mis des post-it, mais c'est pas tout ce que j'avais mis en jaune, mais là, je pourrais plus te resituer, c'était dans le cadre de quelle élection par contre. Mais il y a eu l'histoire des affiches qui avaient été complètement vandalisées. Et il y a un monsieur qui rentre, et donc je vais me permettre de lire. Le paragraphe est un peu long, mais qui dit ce que ça dit dans ton énergie, dans ce que tu fais, tu rassembles. Et je vais me permettre de lire, et puis vous ferez votre propre idée. Vous ne me connaissez pas. Attends, je vais l'approcher un petit peu. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je suis musulman d'origine indienne. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Je n'ai jamais fait de contribution financière à un parti politique. Mais j'ai vu ce que certains voyous ont fait à vos affiches. On sait bien que c'est souvent des musulmans qui font ce genre de choses. J'ai honte. Je ne suis pas riche, mais je tiens à faire ma part pour vous aider à remplacer vos affiches. Il me tend un chèque de $20. Et sans même que j'ai le temps de répondre, il me salue et quitte mon bureau. Quelques jours plus tard, Ren vient m'annoncer que les chefs de file de communautés indiennes et pakistanaises de ma circonscription veulent organiser conjointement une réception de financement, alors même que dans leur pays d'origine, les tensions autour du Cachemire avaient provoqué 3 guerres. Ici, au Canada, ces communautés se réunissent autour d'un objectif commun et travaillent ensemble. On dit souvent dans les entreprises, les bottines suivent les babines, on a des belles valeurs affichées, puis on n'arrive pas à les matérialiser. Est-ce que tu réalises le chemin parcouru dans tes valeurs, dans qui tu es, et de voir l'impact que chaque action a mené à ce genre de réaction? Est-ce que tu le réalises, l'impact? A posteriori, oui. Par le regard des autres. Pardon.
par le regard des autres, par la parole des autres, je le constate. Juste pour remettre un petit peu en contexte, ce monsieur indien qui est venu me voir, c'était pendant ma campagne électorale de l'an 2000. Et il y avait, dans la nuit de vendredi à samedi, une 20 semaines de la campagne, des gens qui avaient mis des étoiles David et puis des croix gammées sur mes affiches. Tout le monde sait que je suis juif. J'en ai jamais fait un secret. Et le fait que ça a révolté des gens, ça voulait dire que, dans le fond, il y avait des gens qui, comme moi, dénonçaient cette stigmatisation, cette agression. Et en fait, c'était pas important qu'ils soient musulmans ou n'importe quoi d'autre. Ce qui était important, c'est que l'être humain qui était en face de moi acceptait pas une agression contre un autre être humain. C'est ça qu'il voulait dire. Et pour moi, c'est ça qui était le message. C'était le plus important. Le plus important. Le fait que les Indiens et les Pakistanais soient regroupés ensemble, c'est fascinant parce qu'effectivement, bon, il y a eu 3 guerres entre les 2 pays. Il y a toujours eu des escarmouches en plus des guerres, etc. La question du Cachemire. C'est pas moi qui ai pris l'initiative de cette activité qu'ils ont organisée ensemble. Pas moi. J'ai rien fait pour ça. Eux ont éprouvé le besoin de le faire. Et donc, je profite d'un message que eux voulaient envoyer. Et s'ils ont voulu envoyer le message, c'est probablement parce qu'ils savaient que je serais réceptif et que j'étais sensible à ce genre de choses-là. Donc, le mérite revient à eux avant de me revenir à moi. Mais c'est quelque chose qui m'a comblé de bonheur, vraiment. Et je me souviens, ça s'est fait dans une des maisons d'un de mes... Il y avait un monsieur assez cossu qui avait une superbe maison à Brossard. Et je me souviens de ces escaliers qui montaient en spirale comme ça, avec les rampes en bois et tout ça. Et je voyais tous ces gens mélangés, avec les tenues vestimentaires mélangées, etc. Et je me suis juste senti bien. Je me suis juste senti bien. C'était les Nations Unies à nouveau. Voilà. Et en plus de ça, il y a un effet bénéfique secondaire, mais qui était quand même important, c'est que on est en campagne électorale, on est brûlé, on travaille comme des fous. Et ça s'est passé, je pense, environ 2 semaines avant la fin de la campagne. Ça redonne de l'énergie. Ce regain d'énergie permet d'aller encore plus loin, d'aller pousser encore plus, rencontrer plus de monde, de se défendre davantage, d'attaquer davantage quand il faut attaquer, parce qu'il faut aussi attaquer. On ne peut pas se permettre d'être tout le temps sur la défensive. Donc, cette énergie-là, je pense à eux, puis je ressens cette énergie. C'est beau. Et ça amène ma question, justement, où tu as toujours été entouré. Il y a eu Nicole, les enfants, il y a eu Reine, il y a eu Daniel à son niveau à lui, chacun à sa manière, puis les milliers de bénévoles aussi au fil du temps. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui, et peu importe où ils se retrouvent dans les organisations, qui n'osent pas demander de l'aide, qui n'osent pas dire, aller dans cette vulnérabilité-là, de dire, bon, ben là, je sais pas comment. Qu'est-ce que tu peux leur dire quand tu sais que tu as été entouré, quand tu sais l'impact du réseau que ça peut avoir, l'effet que ça peut avoir aussi, amener les projets peut-être plus loin? Qu'est-ce qu'on peut dire pour motiver ces personnes-là qui veulent faire le chemin seul et pour X croyances, là, parce que chacun a ses croyances de pourquoi je dois y arriver tout seul, c'est normal, je dois prouver que je suis capable, peu importe. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver? La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force. La vulnérabilité, c'est une force parce qu'on prend conscience justement de cette faiblesse et on prend conscience du besoin d'être entouré et de savoir par qui on doit s'entourer, de qui on doit s'entourer. Et de reconnaître cette vulnérabilité, c'est une façon de boucher les trous de tes forces. Quand quelqu'un ne se sent pas bien et qu'il a besoin de consulter, et là on peut parler de la maladie mentale en particulier, mais pas que, on peut parler juste des questions psychologiques, etc.
quand quelqu'un n'est pas bien dans sa peau, tu aimerais lui dire, consulter. Si jamais tu avais, je sais pas moi, mal à l'estomac ou mal à la tête ou un bras cassé, tu irais te On faire va soigner. voir le médecin, c'est Et ça. la vulnérabilité, c'est accepter qu'on a besoin d'aide. Et si on accepte d'avoir besoin d'aide, ça veut dire que déjà on est prêt à se renforcer. Et donc c'est un signe de force, la vulnérabilité, pas un signe de faiblesse. J'adore. Ça dit ce que ça veut dire. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce serait quoi le message? Moi, je rêve je rêve d'un monde où les gens vont se regarder dans les yeux et réaliser que c'est un cœur, une bouche, puis c'est la même chose, puis que on est des humains. Quel message on peut envoyer? Comment, à notre niveau, on peut influencer, avoir un impact pour voir la Terre unie un jour? On est dans l'idéal, ok? On est d'accord. Non, mais je pense que c'est un petit pas à la fois, même si on fait 3 pas de recul avant de faire un pas en avant. Mais il y a quelques mois, j'étais avec Nicole, justement, on était à Paris. Et on se promenait sur le boulevard Saint-Michel, le Boulmiche. Il y avait un étal, pas un kiosque, avec des femmes iraniennes. Et j'ai approché, et bien sûr, c'est une question à laquelle je suis extrêmement sensible. Donc je me suis approché, on a commencé à bavarder, et finalement on est resté très longtemps ensemble à bavarder. Et ces femmes-là m'ont donné l'espoir que c'est elles qui allaient faire la révolution iranienne. C'est elles qui allaient se débarrasser de ces mollas et de leur radicalité, de leur islamisme étroit, rétrograde, médiéval. Et j'ai perdu le fil de ta question, mais tu m'as amené là-dessus. Mais comment, justement, c'est ça, qu'est-ce que nous, on peut faire, en fait, à notre niveau? Donc, c'est difficile, parce que là, on rentre dans un monde énorme. Répondre à cette question, je ne sais pas. Je crois qu'il faut prendre des choses un petit peu à la fois. Quand on a un gros problème, on ne peut pas régler le gros problème, il faut le décomposer en petits problèmes. Ma fille se moque de moi tout le temps. Jessica se moque tout de moi parce que je répète ça à nauséam depuis son enfance. Il y a des façons de faire les choses. Par exemple, on a pris le cas des Pakistanais, des Indiens tout à l'heure. Mais prenons un autre cas. J'ai dirigé pendant quelque temps une petite communauté juive sur la rive sud de Montréal. Et on avait un gala chaque année, et j'invitais à ce gala des représentants de l'islam et des représentants de la chrétienté, pour qu'on puisse se réunir. L'objectif était relativement simple, c'est de donner l'exemple qu'on pouvait. Pourquoi je fais ça? Parce que, d'abord, je refuse de combattre le racisme par le racisme. On est raciste par rapport à nous. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme très pernicieuse, très évoluée. Je refuse de combattre le racisme par le racisme. Je préfère essayer de combattre le racisme par l'appel à la réunification. L'amour. L'autre chose, c'est que, et je me tue à répéter les mêmes choses, on est au Canada. Il y a des problèmes sur lesquels on a très peu d'influence, et on pense au Proche-Orient en particulier. Mais c'est la même chose pour la question de l'Inde et du Pakistan. C'est que si on reproduit ici les causes des problèmes qui sont vécus ailleurs, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive avec les mêmes conséquences. Oui. Donc si on veut changer des conséquences, il faut changer les causes. Et si on veut changer les causes, ça veut dire qu'il faut sortir des sentiers battus et des a priori, des préjugés. Et donc de dire, par exemple, à la communauté ou aux communautés, parce qu'il y en a c'est très loin d'être monolithique, mais aux communautés musulmanes, par exemple, que le fait d'être juif, c'est une source de fierté, mais pas une source d'exclusion. Et que si on reproduit les mêmes a priori qu'on a là-bas, alors on va être condamné à se faire la guerre ici. C'est une aberration. Pourquoi quand on peut faire autrement? Et c'est ça. Donc des exemples, c'est des petits exemples, des petites choses à droite à gauche qui font qu'on est un peu
un peu plus heureux. Puis je ressens malheureusement une période actuelle où de très grande tristesse à cet égard-là, parce que je vois la poussée de l'antisémitisme au Canada. Pas que au Canada d'ailleurs, mais partout. Et c'est comme si la parole antisémite était libérée. C'est comme si il n'y avait plus de tabou. C'est comme s'il n'y avait plus de... Même pas de tabou. C'est comme s'il n'y avait plus d'encadrement d'une certaine civilité, pour ne pas dire d'une certaine civilisation. Et ça, je le déplore. Je le déplore. Quand ma petite fille va à l'école et qu'on me demande enfin, sa maman me demande est-ce que je crois que je dois me rapporter cette étoile de David qu'elle avait comme machin, enfin, et que j'ai obligé de lui répondre, il vaut mieux qu'elle l'enlève pour assurer sa propre protection et sécurité. C'est dramatique. Alors, même si je suis bien dans l'idée de rapprocher des choses, il y a encore énormément de travail à faire. Oui, il y a deux, trois éléments qui me sont venus, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, ma fille, mon mari est québécois, je suis indienne, et puis elle a eu un petit peu d'intimidation cette année en disant, ben là, toi l'asiatique, c'était des mots qui ont été blessants, puis elle est revenue et dit, mais moi je me sens québécoise en fait, donc ça reste toujours où on stigmatise parce qu'elle est plus foncée, forcément, elle est plus foncée. Mais souvent les enfants reprennent les propos des parents. Et donc, le chemin est dur, parce qu'on est obligé de compenser par l'éducation donnée par ceux qui en sont responsables. Oui. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. J'ai vécu ça à l'époque quand je parlais de mon intégration à Paris. J'ai vécu ça quand je parle de ma fille, ou ma petite fille. Tu viens de parler de ça, c'est la même chose. Les gamins n'inventent pas ces choses-là. Oui, puis moi, les noms de mes enfants, je les ai choisis pour pas qu'il y ait de connotation. C'est Evan et Jade. Ouais. Et c'est pas Issani, c'est Durand. Ouais. Tu sais que c'est un truc intéressant. L'une de mes filles fait une thèse, enfin, fait sa thèse de maîtrise là-dessus, sur la situation des Juifs en France dans l'après-guerre. Et l'illustration de ce travail-là, c'est ma femme Nicole. Elle s'appelle Nicole parce que les parents voulaient qu'il y ait un prénom le plus français possible, le moins différent possible, le moins original possible. Alors, tu vois, voilà. C'est la même chose. Et voilà. Tu as dit aussi un mot préjugé, et je pense que chacun d'entre nous, on doit faire aussi nos acquis de conscience de c'est quoi nos préjugés, parce qu'on a des biais inconscients. Je forme en diversité et inclusion, et j'ai un exercice où j'ai dit non, et voici mes exemples où j'ai eu à me poser des questions. Où là, j'ai dit, mais pourquoi je vis des tensions avec toujours le même type de personne? Ok, c'est quoi qui bloque? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la religion? C'est quoi? Jusqu'à temps que je réalise que, ok, c'est parce qu'elle me parle comme ça, puis ce type de personnes-là, de cette population-là, ils sont très droits et moi, je le prends personnel. Et donc, mais j'avais comme stigmatisé et dit, bon, ben, c'est toutes les personnes comme ça. Non. Et aujourd'hui, j'ai des amis de cette culture-là. Mais j'ai eu à m'arrêter moi-même en disant non, mais là, il y a un truc qui cloche chez toi, Zara. Là, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Donc, de se poser des questions de c'est quoi nos préjugés, nos biais, pourquoi on dit ça, qu'est-ce qui fait qu'on dit ça, et de se regarder aussi. Je pense que ça commencer par soi. Est un bon pont aussi pour parler aux autres, et moi je le donne toujours en exemple, puis après les autres parlent et disent ben oui, je l'ai entendu d'eux, puis comme tu dis, les parents ont dit, donc moi j'ai pris ça pour du cash et puis j'ai suivi bêtement, quoi. Donc avant de combattre les préjugés des autres, encore faut-il combattre les siens. Exact. Commencer par les siens. Puis les décortiquer. Parce que finalement, les préjugés, c'est pas forcément quelque chose qui est conçu pour être négatif. C'est quelque chose qui vient avec un environnement, avec etc. Il faut en être conscient si on veut essayer d'avancer un peu. Par exemple, quand on vient d'un pays arabe, en étant juif, il y a toutes sortes de préjugés qui viennent avec ça, bien sûr. Et ces préjugés-là font partie c'est triste à dire, mais d'une certaine forme de culture. D'une certaine culture. Et donc, d'en sortir, ça demande un effort. Ça ne vient pas
spontanément, ça n'est pas naturellement. Je ne sais pas quand, pour moi, ça s'est produit. Je ne sais pas, même si dans le fond de moi c'était si important que ça, parce que je me souviens que en Tunisie, je m'amusais avec des copains, c'était pas important qui étaient, je ne sais même plus, peu importe. Mais il y a dû avoir quelque part en dedans de moi, comme dans n'importe quel cas, un moment où on décide de prendre, où on prend conscience du risque, du dérapage, et qu'on le combat. Je crois que je suis pas sûr que ce soit un exercice mentalement pensé. Je crois pas que ce soit réfléchi. Je crois que c'est plus des tendances qui se manifestent de l'intérieur et qui émergent, avec lesquelles tu te sens bien ou pas bien. Ouais, j'aime ça. J'ai envie de revenir sur, tu as parlé 2-3 fois de la défaite. Comment on vit la défaite, les échecs comment tu les as vécus? Ben, ça dépend des défaites et des échecs. L'échec que j'ai vécu avec le plus de difficultés, ou l'un des échecs que j'ai vécu avec le plus de difficultés, c'est cette élection que j'ai perdue en 1993. J'avais eu une croissance politique exponentielle très rapide, très très rapide, où j'étais passé de rien du tout à d'un seul coup président du parti, enfin un candidat, etc., etc. Avec un sentiment de presque d'invulnérabilité, tellement ça allait vite et bien, et j'étais heureux, puis que ça marchait bien, et que je me découvrais en même temps des choses dont j'ignorais que je les avais. Et d'un seul coup, il y a eu ce grand coup où j'ai perdu cette élection. La raison pour laquelle je dis ça dépend des conditions, ça dépend de quels échecs on parle. Dans ce cas-là, ma première réaction a été de dire j'ai perdu. Avec le recul, il y a des choses qu'il faut modérer dans cette évaluation. Si on est élu, on n'est pas élu parce qu'on est soi-même. Bien sûr, on a envie d'être valorisé à ce point-là, et de dire c'est moi, c'est ma faute. Non, c'est pas comme ça. Si on est élu, c'est un concours de facteurs. Le chef qu'on a, le programme électoral qu'on a, la fatigue de celui qui est en place actuellement. On vote souvent par négation que par mesure positive. On vote contre quelqu'un ou contre quelque chose plus que pour. Avant de prendre conscience de tout ça, le premier réflexe, c'est de dire j'ai pas été bon. C'est de ma faute. Et c'est sûr que c'est en partie de ma faute, parce qu'il y en a d'autres qui étaient dans la même circonstance que moi, puis qui ont été élus. Donc, il y a une partie qui est de ma faute, bien entendu. Mais il y a tout le reste. L'important de l'échec, c'est pas tellement l'échec, c'est l'analyse qu'on en fait a posteriori. Cette analyse-là, c'est pas une façon de se déculpabiliser. C'est pas ça l'objectif. De toute façon, c'est fait, c'est fait. On peut bien être triste, mais c'est fait. L'important, c'est quel enseignement on va en tirer, et surtout, qu'est-ce que ça change pour la personne qu'on est. Je crois que c'est ça l'essentiel. Quand je vois des gens se présenter aux élections avec des grandes déclarations, etc., je les regarde, puis j'ai tendance un petit peu à sourire. Pas pour me moquer d'eux du tout, mais parce que je sais quelles étapes ils vont franchir. Je sais par quel moment ils vont passer. C'est peut-être l'avantage de l'expérience, mais je le sais. Et j'ai envie de leur dire, vous allez vous faire mal. Restez humble, vous allez vous faire mal. Ne prenez pas un sondage pour quelque chose que ce n'est pas. Et ne prenez pas un sondage qui vous met en tête dans un parti politique, enfin dans une campagne électorale,
au point d'oublier avec qui vous êtes candidat et pourquoi vous êtes candidat. C'est pas vous. Si vous croyez que c'est vous, vous risquez d'avoir des belles désillusions. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Écoute, on arrive à la fin. Si tu avais la chance de croiser le petit Jacques de 7-8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Recommence et n'aie pas peur. Penses-tu que sans la peur, ça aurait été très différent? Ma vocation politique, je l'ai connue très tard. J'ai toujours été intéressé par la politique, mais pas comme vocation personnelle. Peut-être que le goût de la politique, si je l'avais développé plus tôt, je me serais intéressé plutôt à l'histoire. Je me serais intéressé plutôt aux théories de la politique. J'aurais préparé le terrain pour une carrière peut-être différente, peut-être plus grande, je ne sais pas. Mais si c'était à refaire, je referais exactement ce que j'ai fait. À rendre heureux une personne à la fois. Voilà. Si tu devais définir ces trois mots... Y compris moi. Y compris toi? Ouais. Ben oui, ça commence par toi de toute façon si tu veux l'insuffler. Si tu devais définir ces trois mots, et puis là c'est vraiment ta définition à toi, politique. Le meilleur et le pire. Le meilleur parce que la politique est un instrument qui te permet de faire progresser les choses, et le pire parce qu'il permet aussi de les faire dégrader tellement fort que tu finis par faire du mal. La paix? Ne jamais désespérer. Et la population, le peuple? Comme chacun d'entre nous, avec ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités, ses errements et ses réalisations. Quoi dire? Merci. Merci Jacques. Merci à toi. Vraiment. Merci à toi. Un plaisir. Plaisir vraiment partagé. Vous avez aimé l'entrevue, vous avez été touché. Partagez-moi les prises de conscience, les réflexions que vous avez. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et puis, je vous dis à la prochaine inspiration. Et n'oubliez pas, partagez, commentez. Ciao.